Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Clémentine. Clémentine qui est accompagnatrice de la femme dans sa globalité. Accompagnatrice par le mouvement, par plein de belles choses qu'elle va nous expliquer dans les prochaines secondes. Comment vas-tu, Clémentine ? Mais ça va très bien, Sarah. Et toi ? Écoute, ça va. Je suis heureuse qu'on puisse se voir et papoter ensemble. Moi aussi, je suis très heureuse, surtout que ça fait un peu suite au live qu'on avait fait ensemble sur le changement et comment affronter, entre guillemets, et traverser les tempêtes. Donc, on est un peu toujours quand même dans une période compliquée. Toujours. Donc, je suis ravie aussi de te retrouver et pouvoir peut-être donner quelques tips aux personnes qui nous écoutent. Yes, c'est le but de ce podcast, des interviews, c'est vraiment de vous montrer plein de profils différents avec des parcours super inspirants pour vous apporter des déclics, des conseils et vous montrer que chaque personne est unique et a un beau chemin en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais, où tu es ? Alors, comme tu l'as dit, donc, je suis Clémentine et j'ai fondé Self Love Home depuis maintenant 1 an à peu près. Self Love Home, pour moi, c'est vraiment un lieu virtuel pour le moment, évidemment, qui est là pour se reconnecter à soi. Donc, évidemment, principalement pour et avec les femmes, mais les hommes ne sont pas exclus. J'accepte tout à fait les hommes dans cet environnement. Je vis actuellement à Deauville-Trouville, donc en Normandie, en France, pour les gens qui écouteraient ça de l'étranger. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur moi ? Je suis en train effectivement de changer ma pratique. Le confinement a vraiment fait pas mal de remous, en tout cas de remous plutôt, à l'intérieur. Et c'est vrai qu'elle a changé aussi ma perception d'accompagnante, de guidante. Je ne sais pas comment on peut, j'aime pas trop vraiment estampillé, mais c'est vrai que j'ai changé pas mal de choses. Je suis en train de changer pas mal de choses dans ma pratique. Voilà. Et c'est vrai que la petite particularité, c'est aussi que je suis professeure de yoga de la femme, puisque c'est quand même une spécificité dans le yoga, ouais. Et un yoga que j'affectionne particulièrement. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce yoga de la femme ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est du coup ? Alors, le yoga de la femme, ça a été créé par Tatiana L, qui elle-même d'abord a pris un enseignement auprès de Dina Rodriguez sur la partie hormone yoga. Et ensuite, elle a décidé, l'hormone yoga étant, on va dire, quelque chose d'assez... avec des exercices, des séries d'exercices qui ne sont pas forcément... qui sont assez avec des temps précis, ça manque un petit peu de rondeur, de douceur, etc. Et Tatiana a décidé de garder la base du yoga hormonal et autour de ça, de faire un peu de yoga du visage, d'intégrer des méditations, des visualisations, tout ça évidemment autour du féminin, aussi bien de l'énergie féminine que plus physiquement au niveau du bassin, okay. Si je peux dire. Donc pas mal d'énergie yin pour le coup, c'est vraiment du yin. Énergie yin, reconnexion à son énergie yin, donc effectivement dont on a bien besoin, nous les femmes quand même, on est quand même dans une société principalement... générée dans cette énergie dont évidemment on a aussi besoin. Mais pour équilibrer un petit peu tout ça, ça fait du bien de se retrouver déjà entre femmes pour être dans cette énergie aussi de sororité, du collectif. Et puis également, j'ai pas de problème pendant les cours à dire aux femmes, posez vos mains sur les ovaires. Il n'y a pas le regard
de l'homme à côté. Donc c'est vrai que ça fait du bien à certaines femmes qui peuvent parfois aussi lâcher des émotions, poser des questions qu'elles n'oseraient certainement pas poser devant un homme. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup la différence entre l'énergie yang et l'énergie yin, le fait de ralentir, de passer à l'action, en quoi ça consiste, pour du coup donner une image globale de ces énergies pour qu'il y ait une bonne compréhension de tout ça. Bien sûr, mais l'idée en fait c'est déjà de comprendre que ces deux énergies, elles sont complémentaires. On a tendance, c'est vrai souvent, à les mettre en dualité. Soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Mais en réalité, on est toujours dans chaque action. En fait, on a toujours une petite part d'énergie yang, une petite part d'énergie yin. Et parfois, j'ai envie de dire, on va aller activer plus l'une ou activer plus l'autre. Donc, encore une fois, juste pour bien resituer, l'énergie du féminin et l'énergie du masculin n'a rien à voir avec le sexe, puisqu'on a tous, hommes et femmes, ces deux énergies. Ça, c'est quand même important de le comprendre. Et c'est vrai que, par exemple, en yoga de la femme, si on a une activité extrêmement intense au niveau du travail, ou alors on est mère au foyer, on a plusieurs enfants, ou alors on vient d'avoir un bébé, tout ça, c'est, en fait, j'ai envie de dire, la vie. On court toujours après le temps. Alors, avec le confinement, ça nous a amené à nous poser des questions par rapport à ça, mais globalement, on est toujours quand même à courir après plus de temps, plus de temps, plus de temps. Beaucoup de gens arrivent en vacances, ils sont complètement cramés pendant les premiers jours. Ou alors tu attends le week-end avec impatience, le dimanche soir tu déprimes, quand même pas forcément une énergie très fluide. donc là, il va y avoir peut-être besoin d'intégrer un peu plus d'énergie yin dans cet excès, si je puis dire, ou ce déséquilibre d'énergie yang. Et à l'inverse, si on se sent parfois en manque d'énergie, en manque d'action, où on a envie de mettre des projets, mais on n'arrive pas à se donner, tu vois, le petit déclic, on n'arrive pas, ça peut être intéressant aussi d'aller chercher un petit peu plus d'énergie du yang, peut-être avec un sport un peu dynamique, ou peut-être avec des mantras, avec tout un tas d'outils qu'on peut trouver pour rétablir l'équilibre entre les deux. Et il y a l'équilibre et je pense qu'il y a aussi cette harmonie. Il n'y a pas d'équilibre parfait, c'est vraiment comme une vague en fait. Et il faut surfer un peu sur cette vague d'énergie yin et yang selon les jours, selon nos ressentis aussi. Et en fait, en ayant conscience de ces énergies, tu sais comment tu te sens et si tu as besoin de ralentir, si tu as besoin de créer, si tu as besoin de passer à l'action. Et ça te permet du coup d'harmoniser en tout cas ce qui se passe en toi et d'avancer peut-être plus sereinement et d'avoir au moins une piste. Je sais pas si je crois que la clé de toute façon, c'est ce que tu disais, le mot que j'aime bien et que je privilégie par rapport à l'équilibre, c'est l'harmonie. Je trouve que c'est un très joli mot et qui permet aussi d'être dans l'acceptation. Parfois, il y a des moments où il faut aussi se laisser aller dans son yin un peu plus que d'habitude. Et parfois, on est en train de créer un projet, oui, on est un peu plus dans son yang. Et tout est nécessaire. Et c'est vrai que plus on s'écoute et plus on regarde les choses sans se dire, là, il faut que je sois équilibrée. Peut-être pas. Et c'est pas grave. On se lance dans une relation amoureuse. Tu vois, c'est pareil. Des fois, on voit moins les amis au début. Oui, ça fait partie un peu de la vie. Puis après, ça se réharmonise. Et c'est parfaitement. Tu viens de dire, il faut que je m'équilibre. Mais il faut que tu t'équilibres par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est ça aussi. On a tous notre harmonie personnelle intérieure. Et à partir du moment où on le comprend, en fait, t'as pas besoin d'être équilibré. Et encore, j'aime pas dire ça parce que c'est mal dit, mais t'as pas besoin d'être équilibré par rapport à ce que les gens peuvent percevoir de toi, en fait. C'est ça, c'est juste accueillir. Exactement. Et accepter. Ouais. Et plus toi, tu vas être en acceptation de tes flows, tu vois, des mouvements qu'on peut ressentir, et plus tu acceptes aussi ceux des autres. Parce que les autres, on n'est pas des machines. Donc forcément, quand on va être plus dans l'acceptation et dans ce que tu sais que j'aime beaucoup, le self-love, c'est vrai que plus on va être là-dedans et plus on va accueillir aussi l'autre. En fait, ce qu'on a à faire, ça peut paraître un peu primaire ce que je vais dire, mais c'est juste de vivre la vie. Et on se met beaucoup, beaucoup, beaucoup des fois de challenge ou de pression, d'obligation. Et en fait, juste se laisser porter par la vie avec un peu moins de résistance, voire plus du tout, ce qui est quand même assez difficile, je reconnais. Et on respire. Et surtout, on expire, j'ai envie de dire, dans un premier temps. C'est ça. On lâche, on crée du vide.
Moi, ma vie avant, elle n'était pas du tout là-dedans. C'était dans la résistance, tu vois. Je savais que c'était pas forcément ce qu'il me fallait, mais j'y allais, j'y allais, j'y allais. Puis à un moment donné, ça lâche au fur et à mesure, quoi. Et c'est un chemin, c'est sûr. C'est un chemin et chacun avance à son rythme aussi. Donc, faut se laisser le temps de prendre conscience en fait de tout ça et de commencer son éveil. Quand on parlait de l'énergie yin, où je disais justement que j'avais été beaucoup dans cette énergie yin à un moment donné, j'ai eu quand même un déclic cette année, et pour moi c'est important de le signaler avec la Journée internationale des droits de la femme. Ça a été vraiment pour moi la première fois que j'ai peut-être vu ou que j'ai peut-être ouvert les yeux sur le côté où en fait il y avait vraiment une nécessité à cette journée, mais finalement qu'est-ce qu'on fait dans notre journée, enfin qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien. Et c'est vrai que là, il y avait beaucoup de yoga pour moi, le yoga de la femme amène du pouvoir du féminin, enfin de la puissance du féminin. Et en réalité, je me suis dit, ouais, mais c'est pas suffisant pour moi. Il y a le tapis, mais j'ai vraiment aussi envie d'emmener les femmes dans leur pouvoir, ressentir cette puissance au quotidien. Tu vois, cette notion, en fait, parce que c'est vrai, ça m'est vraiment arrivé ce déclic de me dire, waouh, mais en fait, là, j'ai envie d'amener les femmes plus loin, pas que sur les tapis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On dit, le yoga commence en dehors du tapis. Mais j'ai vraiment envie de guider des femmes à incarner leur puissance au quotidien, dans leur vie de tous les jours, à travers leur travail, leurs relations amoureuses, relations amicales, dans tous les domaines de leur vie. Est-ce que pour toi, le yoga de la femme et le fait de s'écouter, d'être vraiment dans cette connexion d'amour-propre avec soi-même, ça te permet de lâcher prise? Alors, ça a été surtout au moment où, en fait, j'ai découvert le yoga de la femme. Tu vois, par rapport à ce que tu disais juste avant, c'est que sur son chemin, il nous arrive des choses, et j'ai envie de dire, au bon moment. Parfois, on ne le voit pas, surtout quand il nous arrive des choses qui sont tristes et dramatiques. Et c'est vrai que là, évidemment, c'était quelque chose de joyeux. Le yoga de la femme est arrivé, pour moi, à titre personnel, au bon moment. J'avais beau avoir terminé ma formation de thérapeute psychocorporelle, j'étais encore dans cette énergie. Il faut que je fasse, il faut que j'y aille, il faut que je monte mon activité tout de suite, etc. Et en fait, le yoga de la femme est venu comme une réconciliation à mon énergie du féminin que finalement, je n'avais pas beaucoup exploré dans ma vie, pour être honnête. Et du coup, oui, c'est venu complètement apaiser, calmer, adoucir. Et du coup, j'ai pu réharmoniser après. Et quand tu connais pas ça, et ça arrive très souvent dans les cours, j'ai des femmes qui viennent, qui font des fois du yoga ou du sport, en tout cas extrêmement dynamique. Donc elles viennent par curiosité. Et en fait, souvent elles lâchent des choses. Donc parfois elles pleurent, souvent dans les premiers cours elles pleurent, parce qu'il y a quelque chose qui vient les toucher, parfois où elles n'avaient pas, tu vois, logé quelque part où elles n'avaient pas expérimenté. Et c'est ça qui est beau. Et souvent elles continuent le yoga de la femme en complément de l'activité qu'elles aiment faire et de leur nature qu'elles aiment faire. Et c'est pour ça que, oui, dans cette partie-là, ce yoga est vraiment, vient se réconcilier, harmoniser avec l'énergie du féminin. Et tu vois, par rapport à mon expérience, et là je parle de professeur, d'entrepreneuse, mais à un moment donné, j'en ai fait tellement que, tu vois, j'avais besoin de récupérer aussi du yang d'une certaine manière. Bien sûr. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, à côté, j'ai l'activité de thérapeute. Et finalement, le yoga avait pris beaucoup de place. Et du coup, il fallait que je réharmonise ça parce que c'était un peu trop pour moi. Et ça ne correspondait pas à l'énergie dans laquelle je me sentais complètement bien, tu vois, équilibrée, si on veut réutiliser ce mot. Puis quand on a conscience, du coup, quand tu as conscience de ces énergies-là, tu sais où aller. Et tu sais quand tu es un petit peu trop dans une énergie et tu sais comment basculer aussi vers une autre. Et je trouve que c'est un bel outil, en fait, les énergies. C'est un outil magnifique. Ouais. Et de toute façon, je vais te dire, quand c'est pas, on va parler d'alignement, enfin moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et encore plus, c'est vraiment quelque chose que j'instaure encore plus aussi dans ma pratique, on va dire, holistique. Mais c'est que le corps, de toute façon, te le rappelle. Donc, il y a quelque chose à un moment donné qui va faire que ce sera plus juste, tu pourras faire moins de yoga parce qu'il y aura quelque chose. Voilà, donc, et c'est ça l'écoute de la vie, c'est pas se dire « Oh mince !» Alors oui, des fois, c'est vrai que c'est pas drôle, il faut accueillir, et puis après se dire « Ok,
qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire autrement. Et en fait, qu'est-ce que la vie me dit de moins faire ou d'aller vers peut-être plus de choses ou, tu vois, ces temps de ralentissement, bah, pour certaines personnes, c'est la première fois que ça leur arrive. C'est de prendre le temps de lire un livre, de passer plus de temps avec leurs enfants, peut-être moins près du téléphone, peut-être... mais au début, c'est déstabilisant, c'est certain. Et quand on arrive un peu à cette connaissance des énergies, c'est vrai que c'est quand même un outil qui permet de naviguer avec un peu plus de légèreté. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Totalement, totalement. Et quand, tu sais, quand on prend le temps de ralentir, quand on accepte de ralentir, quand on se donne la permission de ralentir, et j'utilise des mots forts parce que c'est ça, les premières fois, tu t'ennuies vachement parce que tu sais pas quoi faire. T'es là, tu dis, ok, je ralentis, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, tu te poses plein de questions et c'est là que le travail commence parce que tu te poses des bonnes questions et le fait de t'ennuyer va t'amener à la créativité. En tant qu'humain, on a besoin de s'ennuyer pour déjà voir ce qui va de bien dans notre vie et pour activer cette créativité qui est en nous, pour du coup entamer des projets, etc., etc., pour faire nourrir quelque chose qu'on a en nous. Donc oui, au début, c'est toujours déstabilisant et ça peut chambouler le quotidien. Évidemment, c'est le vide, c'est la création du vide. Et la création du vide, c'est qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ça? Bah justement, c'est là où c'est intéressant. On a souvent des peurs qui nous empêchent, donc on va rester dans une relation de souffrance avec peut-être un copain, peut-être familial, enfin peu importe, au niveau du travail, dans un travail qui ne nous convient pas. Mais finalement, parce que cette souffrance est devenue tellement habituelle qu'elle fait partie de nous. Et quand on s'en détache, bah, ça nous fait quelque chose en moins. Il faut le remplacer par quelque chose. Ça, le mental, il n'aime pas le vide, hein, donc il faut tout de suite le remplacer par autre chose. Alors qu'en fait, des fois, il faut même, souffler. tu sais, les douleurs physiques, tu parles de situations, mais même les douleurs physiques, tu as des personnes qui restent avec des douleurs physiques toute leur vie. Comment tu vas vivre sans cette souffrance, sans cette douleur physique? Pose des mots dessus et que tu veux retirer justement cette douleur physique, bah, qui tu es. Parce que tu as l'habitude. En fait, le danger, c'est que ce que tu dis est intéressant et tu vois, c'est valable pour des personnes qui ont eu des maladies graves. Alors moi, je vais voir plutôt, par exemple, des femmes qui ont eu des cancers au niveau gynécologique, cancer du sein, etc. Et en fait, je crois que la chose qui ressort le plus, ça va être de ne pas être identifié comme malade. Tu vois, alors là, effectivement, je comprends ce que tu veux dire par rapport à des maladies chroniques. Les gens peuvent se définir, après, ils se définissent, tu sais, même toi, tu peux même définir quelqu'un en disant « Ah oui, celui qui a tout le temps mal là » ou celui qui... Et en fait, tu t'identifies complètement à ça. Et puis après, il y a des gens qui aiment bien entretenir aussi. Totalement, vois, ça, bien sûr. Bien sûr. Voilà, ça, c'est un chemin et c'est pour des raisons bien particulières. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, même peut-être c'est quelque chose que je peux donner comme conseil à des personnes. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont des maladies, qui souffrent, il ne faut pas les définir par ça, parce que pour eux, c'est une très grande souffrance. Il reste des personnes, des femmes, des hommes, peu importe, hein, des êtres humains, avec un caractère, avec beaucoup d'autres choses qui ne les définissent pas par une maladie. Et c'est vrai que ça, c'est quand même des choses que moi je retrouve en séance de thérapie qui font beaucoup, beaucoup souffrir les personnes qui en sont touchées. Quand tu parles de maladie chronique, ça fait vraiment écho à ma situation du moment, où tu vois, moi j'ai une tendinite à la hanche, entre autres. Et tu vois, c'est typiquement, moi je me suis dit, ok, j'ai mal, j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon corps. J'ai regardé l'alimentation, j'ai été faire des recherches, j'ai été voir un kiné, un ostéo. Enfin, tu vois, j'ai pris la responsabilité de mon corps, de mon mal, en me disant, je vais aller faire. Voilà. Et c'est vrai, comme tu dis, bah, parfois, on peut se traîner ce truc, se plaindre, aller chercher. Alors, effectivement, quand ça fait mal, hein, c'est sûr. Mais on a la responsabilité aussi de soi et d'aller faire les efforts pour... Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça guérit pas. Et des fois, ça fait peur. Parce que tu as une cause derrière. Et puis, ça fait peur parce que, c'est là, mais en fait, c'est pas vraiment là la douleur. C'est quelque chose qui est plus émotionnel. Donc, voilà, on vit quand même une période aussi un peu compliquée où mentalement, c'est difficile. Donc, voilà, oui, effectivement, les mots du corps et en tout cas, se détacher, se prendre en charge. Moi, j'aime beaucoup dans le self-love, faut pas oublier, hein, il y a le mot self. Notre responsabilité, c'est pas la faute des autres. C'est d'abord se regarder soi et ensuite, effectivement,
Ça n'empêche pas la réaction de l'autre, mais en tout cas, sa responsabilité et la responsabilité de son bien-être et de son mieux-être, en tout cas. Ouais, être responsable de sa vie, de ce que tu ressens et de ton écoute intérieure. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est une notion que j'ai comprise l'année dernière, être responsable de soi. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais waouh! En fait, ok, je suis responsable que de moi déjà, donc j'ai mes épaules qui se sont baissées parce que j'avais pas la responsabilité des autres. Et en fait, ça m'a retiré un poids. Parce que je me suis dit que j'étais responsable que de ce que je pouvais ressentir, de mes émotions, de ce que je pouvais dire ou faire. Mais j'étais pas responsable des autres, de ce qu'ils disaient, de la perception qu'ils avaient de telle et telle chose. Donc déjà, rien que ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez dingue d'être responsable de soi. Et en fait, à partir du moment où tu prends conscience, tu sais que tu as toutes les cartes en main pour te sentir bien. Parce que tu sais que si tu es responsable de toi, tu peux t'apporter le soutien, tu peux t'apporter l'amour, tu peux t'apporter tout ce dont tu as besoin pour aller bien au quotidien. Et encore une fois, c'est un chemin. Je dis pas que ça soit en claquement des doigts. Non, mais en tout cas, ce que tu viens de dire, c'est que tu as grandi. Tu quittes au fur et à mesure, quand tu fais ce chemin, tu quittes un peu tes parents ou ta maman, ou peu importe, mais en tout cas, tu quittes ça. Et ça, c'est pas un chemin qui est facile. Et c'est vrai qu'à un moment, quand tu te dis responsable de soi, il y a des gens qui disent, bah oui, mais bon, quand même, bah si, c'est vrai. Et à ce moment-là, tu deviens une bonne mère pour toi. C'est vraiment quelque chose que moi j'avais entendu et au début, j'avais pas spécialement bien compris ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est exactement ça, c'est que tu deviens une bonne maman pour toi-même. Et ça, à partir de là, bah oui, ça te détend parce que finalement, c'est toi qui décides. Donc, bon, bah, tu fais des choix, tu nourris la lumière, tu nourris l'ombre, tu fais des choix conscients. Donc, à partir de là, moi, je trouve que, en tout cas, je trouve que la vie est plus simple. Ah, mais totalement. C'est moins prise de tête. En tout cas, de expérience personnelle, c'est beaucoup moins de pression extérieure, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et en parlant de tout ça, est-ce que tu médites quand est-ce que la notion de méditation est venue dans ta vie? Est-ce que c'est venu en même temps que le yoga de la femme ou c'est venu avant, après? Je crois que quand j'étais plus jeune, j'étais très mal dans ma peau et j'avais besoin je cherchais, en tout cas certainement à l'époque, peut-être même des miracles, mais en tout cas je cherchais plein de choses pour aller mieux. Et la méditation est rentrée assez rapidement dans ma vie, où j'ai commencé évidemment, elle a été exacerbée par le yoga quand j'ai commencé à en faire en tant qu'élève, où là, la méditation est vraiment une place très importante. Mais au début, j'ai suivi des applications, j'ai commencé à m'y intéresser. Alors, ce n'était pas hyper répandu. Puis après, il y a des applications. La première que j'ai utilisée, c'est Petit Bambou, que j'ai utilisé assez pendant pas mal de temps quand même. Et puis ensuite, j'ai fait des méditations chantées aussi. C'est ça que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Mais en fait, c'est vraiment par phase. Là, tu vois, j'ai très envie, parce que je pense que c'est le printemps, donc ça m'appelle, c'est de faire des méditations. Alors toi, tu vas avoir mieux le mot que moi, mais dynamique, en marchant, tu vois, méditative, ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est super. Alors, il y a une méditation, et je te le dis, parce que je te l'ai peut-être jamais dit, la méditation self-love que tu avais proposée, que j'ai suivie pendant presque plus d'un mois, je crois. En classe ou en podcast que tu avais mis en podcast. Et j'avais fait la méditation self-love. Je sentais que j'en avais besoin. J'avais envie de nourrir, parce que je donne aussi beaucoup quand même dans mon métier. Et du coup, je l'ai faite pendant vraiment plus d'un mois. Et tu vois, c'était celle-ci. Donc, par exemple, voilà, je l'ai faite. Et puis là, j'ai envie d'expérimenter des méditations dynamiques. Comment tu appelles ça, les méditations Quand tu marches, tu peux dire que tu fais une méditation, une marche méditative. Voilà, c'était ça que je cherchais. Ouais. La marche méditative, et c'est ça qui m'appelle en ce moment. Donc, tu vois, c'est vraiment par phase. Puis, il y a des phases où je vais moins méditer, des phases où je vais plus méditer, plus méditer. Et ça dépend, en fait. Alors, je devrais être peut-être, si vraiment je veux pas me dire il faut, mais c'est vrai que c'est toujours la régularité qui est importante. Parfois, je le suis pas. Donc, c'est vrai que je peux sentir un peu mes émotions qui vont être un peu emmêlées. Et la méditation, pour ça, c'est magique. Et c'est vrai que la mettre dans son quotidien, ne serait-ce que quelques minutes. J'aime bien aussi méditer avec le souffle.
tu vois, se donner un mot, une syllabe en montant, une syllabe en descendant. J'ai connu aussi la cohérence cardiaque. J'ai fait un petit peu de cohérence cardiaque aussi. J'ai beaucoup aimé. Voilà, mais je trouve que l'outil méditatif est quand même extrêmement intéressant. Ouais. Et puis surtout, avant, quand j'étais moi plus jeune, la méditation, c'était un truc, tu sais, tu restais en tailleur, t'attendais que ça se passe, et puis et tu devais pas, je me rappelle très bien au début, c'était, tu dois plus penser. Et moi, la première chose maintenant qu'on dit quand tu médites, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc je pense que démocratiser comme toi tu le fais la méditation, c'est hyper important. Parce qu'en fait, ça n'est pas possible. C'est pas un robinet où on coupe le flot des pensées. Par contre, on attire son attention ailleurs. Exactement. Et à chaque fois que tu as des pensées, tu reviens à ta respiration. Et c'est ça la méditation, c'est toujours revenir à son objet de méditation, son objet de visualisation, son ancrage, donc que ce soit son mantra, une couleur, une visualisation, sa respiration. Et c'est ça en fait, tu as des pensées, tu as des émotions, tu les accueilles et tu reviens à ta respiration. Et c'est ça en fait, méditer, c'est revenir à chaque fois. Moi, je trouve que c'est une belle image de ce que tu dis par rapport à l'ancrage, que moi je travaille beaucoup et encore, je vais encore plus travailler dans les accompagnements et dans le yoga. Peu importe le yoga qu'on fait, ça revient, c'est vraiment l'alignement et l'ancrage. Je trouve que la méditation te ramène, tu vois, au centre. Ouais. Et ça, c'est valable dans la vie, c'est-à-dire que tu peux être submergé par des émotions, peu importe, ou des situations, des personnes, etc. Hop, tu te ramènes. Par contre, c'est vrai que, tu vois, moi qui suis quand même très mentale, c'est comme ça, c'est aussi mon chemin. Du coup, faire la même méditation pendant un long moment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que finalement, le mental, au bout d'un moment, il a lâché. Okay. Et j'ai pu vraiment, vraiment ressentir au plus profond de moi. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont très, très, très mentales, dans la tête, tout le temps, je trouve que expérimenter la méditation, moi je l'ai fait pendant un peu plus d'un mois, mais ça peut être moins, après je ne sais pas, pour moi ça a été, j'ai même du mal à la lâcher. Ah ouais? Je m'étais ouais. Complètement. C'est fou ça, ouais, effectivement, parce que ouais, en fait, plus tu fais un exercice, et même pas qu'en méditation, mais plus tu vas pratiquer un type d'exercice, un type de position en yoga, ou plus ton esprit va lâcher prise aussi, je pense. Donc oui, effectivement, tu dois ressentir les bienfaits profondément, et tu dois vivre l'expérience différemment à chaque fois, parce que tu ouvres des portes, sûrement à tu ouvres des portes, et au bout d'une dizaine de jours, la méditation, en fait, tu la connais par cœur. Donc en fait, ça y est. Et comme tu disais, le yoga, quand on fait des salutations au soleil, c'est vrai que les gens peuvent dire c'est toujours pareil. Mais en fait, au bout d'un moment, ton mental lâche parce qu'il connaît le mouvement. Et là, ça vient dans le corps. Et là, c'est super intéressant. Et c'est là que, comme tu disais, toutes des portes que tu n'ouvrirais, en tout cas que moi, je parle pour moi, mais que je n'aurais pas ouvert si j'avais fait ça une fois et que j'avais arrêté, ou que j'avais fait ça peut-être 2-3 jours, tu vois. Là, c'était... Donc, par retour d'expérience, je trouve que c'est intéressant. Non, mais c'est super intéressant, effectivement, de pratiquer la même méditation et voir ce que les ressentis, parce que méditer une fois sur un type, ok, c'est bien parce que tu découvres, c'est de la curiosité, mais si tu veux travailler profondément, c'est bien de faire l'exercice plusieurs fois. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie, je pense. Refaire les exercices plusieurs fois pour avoir tous les bienfaits. Et du coup, en parlant de bienfaits, qu'est-ce que toi, ça t'apporte au quotidien, la méditation? Même si tu pratiques de temps en temps et que c'est pas forcément tous les jours. Ce que ça m'apporte déjà, c'est de la joie. Ce qui est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. C'est quand même déjà quelque chose qui me nourrit, qui me remplit de joie, qui me donne aussi ce temps pour moi. Parce que parfois, dans la journée, je me l'autorise pas forcément. Parfois, je vais avoir une grosse journée qui va être très tournée vers l'extérieur, par des rendez-vous, par les réseaux sociaux, etc. Donc, ça va être vraiment un temps qui m'est dédié. Okay. Et rien que ça, je trouve que c'est assez fabuleux. Et des fois, ça peut être 3 minutes. Pas besoin forcément de faire plus. Mais en tout cas, ces 3 minutes, elles sont précieuses dans certaines journées. Parfois, ça va être plus. Et parfois, ça va pas être du tout. Et c'est pas pareil. Ma journée, elle est pas... Je vais pas la vivre de la même façon. Je vais pas forcément m'en rendre compte. Je vais pas te dire à chaque fin de journée, j'ai pas fait ma méditation, donc il m'est arrivé ça. Pas du tout. Et c'est vrai que je ressens quand même que quand je le fais, ce temps pour moi et rien que pour moi, il m'apporte beaucoup plus de clarté.
Ouais, de Non. clarté, de joie, le fait de te donner ce temps, ça te donne aussi beaucoup de gratitude pour toi parce que tu te priorises. Et c'est ça aussi, enfin, t'as créé Self Love Home. Et c'est ça, se prioriser, se donner le temps pour soi, se recentrer. Donc ouais, c'est des petits outils que tu peux utiliser. Et encore une fois, pas obligé que ce soit 1 heure, même 3 minutes, c'est... Et puis, tu vois, dans Self Love Home, c'est vraiment le home, tu le vois comme tu veux, mais c'est aussi sa maison intérieure. Il n'y a pas que tu vois, il y a l'environnement, la maison en termes matériels, mais pour moi, c'est aussi le home, c'est soi, tu vois, c'est sa propre maison. Et ça passe par l'alimentation, la méditation, le travail de développement personnel, mais aussi la vie, quoi, la vie, le la vie qu'on vit. mouvement, les rencontres, ouais, totalement. Ouais, tout ça. Du coup, quelle est ta définition du self-love? Ta propre définition? Bah, écoute, ma propre définition, elle évolue, forcément, puisque moi j'évolue, Bien je suis sûr. toujours souvent en formation, j'apprends différents outils. Et là, j'ai envie de te dire que c'est l'écoute de soi. Pour moi, le self-love, avant, j'étais vraiment reconnexion à soi, c'était vraiment comme ça que je le définissais, ce qui n'est pas faux, évidemment. Mais là, c'est l'écoute de soi. Et parce que c'est ce que j'ai traversé aussi, donc encore une fois, je parle de ce que j'expérimente. Et c'est vrai que tu peux te reconnecter à toi, oui. Mais l'écoute de soi, c'est quelque chose que je trouve de beaucoup plus subtil et qui demande énormément de courage. Parce qu'au final, je pense que la première étape, effectivement, tu vois, en t'en parlant, c'est tu te reconnectes à toi, ok. Après, tu t'écoutes. Et quand tu t'écoutes, bah oui, c'est là que ça te demande du courage. Parce que bah, autour de toi, tu modifies peut-être certaines choses pour vraiment t'écouter. Hein. Quand je parle d'écoute de soi, c'est t'écouter au plus profond, d'écouter tes besoins. Et ça peut être déstabilisant pour soi-même et pour l'entourage. Et cette phase-là, pour moi, c'est le self-love absolu. Si tu es en permanence aligné, alors ça vient peut-être après, mais en tout cas, dans l'écoute de soi et que tu arrives à ton alignement, alors là, pour moi, c'est waouh, c'est le boulevard, quoi. Mais ça, c'est pas quelque chose. On se désaligne, hein, évidemment, tu vois, on se désaligne et on revient. Ce que tu disais avec la méditation, on revient au souffle. Ouais. Exactement ça. Et en fait, à partir de là, ouais, moi, quand tu vois, j'ai quitté ma ville d'origine et tout le monde m'a dit, waouh, c'est courageux, c'est courageux, c'est courageux. J'avais pas du tout, mais pas du tout ça en tête. Le courage, le courage. Et en fait, quand je l'ai vécu, j'ai compris à quel point je pouvais en tout cas entendre que c'était courageux pour certaines personnes. Oui, effectivement. Parce que tu déstabilises beaucoup de choses. Tu désalignes sur des choses pour te réaligner. Ouais. C'est toujours pour te réaligner, hein. Mais ça te désaligne aussi. Donc effectivement, ça demande du courage émotionnel, relationnel, enfin, on va dire émotionnellement, holistiquement parlant. Comment dire ça? Émotionnellement holistique. Je ne sais pas si ça se dit ou dans quel ordre, mais en tout cas, voilà, toutes les émotions y passent, quoi. Ouais. Le courage de s'écouter et d'accueillir, en fait, d'accueillir les peurs, les insécurités, d'accueillir ces changements intérieurs, d'accueillir ces déclics. Parce qu'il y a l'écoute, mais il y a aussi l'acceptation, je pense, de tout ce qui se passe en soi. Pour moi, tu vois, dans le self-love, c'est vraiment... En fait, il y a tout ça. C'est que tu te poses plus de questions. Tu t'écoutes au point de... Donc forcément, t'accueilles. Donc tu vois, en fait, tout est... et c'est pour ça que quand je dis l'écoute de soi, c'est pas juste... c'est une écoute profonde de chacun de tes besoins. Alors, il y a des gens qui vont me dire, bah, tu passes ta journée à t'écouter parce que ça peut paraître ça. Mais en réalité, non, c'est t'accorder déjà des temps où tu t'écoutes. Et où tu te dis, mais en fait, ça, j'ai pas envie de le faire. Mais j'ai vraiment pas envie de le faire. Et je le fais depuis 1 an, 2 ans, 5 minutes, peu importe. Mais ça, j'ai vraiment pas envie. Et cette personne-là, j'ai vraiment pas envie de la voir. Et tu vois, quand tu parlais de souffrance tout à l'heure, des maladies chroniques, c'est des fois, c'est vraiment, tu restes avec un homme et pourtant il te fait souffrir. Je parle pas de cas particuliers où tu peux pas partir, où il y a de la violence, etc. Mais dans des histoires toxiques où effectivement, bah parfois il y a quelque chose on a du mal à se décrocher, à se dire en fait cette relation elle m'épanouit pas, mais je vais quand même rester. Donc c'est l'écoute de soi, oui, pour moi ça demande un vrai courage parce que ça peut commencer par des toutes petites choses au quotidien, notamment l'alimentation. Mais qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? Bah ça c'est déjà pour moi hyper important.
Ouais, tous les choix que tu peux faire au quotidien pour toi. Ouais, l'alimentation, ce que Tu peux tu lancer décides de... un petit challenge, Sarah, à ta communauté, du coup. Vas-y. Ben, franchement, faites-le pendant une journée entière. Mais une journée entière, du moment où vous ouvrez les yeux et au moment où vous vous couchez. Et essayez, dans une journée, d'être à l'écoute du moindre de vos besoins. Et sincèrement, je l'ai fait, j'ai expérimenté, mais c'est là qu'on se rend compte que machinalement, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et donc, je trouverais que c'est intéressant de faire ça une journée et de répondre, en tout cas déjà d'écouter, et après si possible, hein, évidemment, de répondre à chacun de ses besoins. Mais en parlant de besoins, parce que je suis sûre que j'aurai la remarque, et même moi je te le dis, t'as tes besoins, donc t'es à l'écoute de tes besoins, ok. Mais des fois ton cerveau va te faire quelque chose pour justement ne pas répondre à tes besoins, parce que du coup ça va demander du courage, ça va demander d'affronter certaines peurs, etc. Donc ton cerveau va préférer scroller Instagram ou regarder un épisode pour éviter de faire quelque chose. Et t'as l'impression que c'est un besoin, cette impression d'avoir besoin de manger du chocolat parce que ça te remplit d'amour, mais c'est pas forcément un vrai besoin. Donc comment tu fais la différence entre ces besoins qui sont peut-être des petites failles de notre cerveau et de nos besoins? Alors, je vais dire tout de suite, la grosse différence, c'est qu'on a mis le mot besoin, mais on ne l'utilise pas forcément toujours de la bonne manière. Tu as besoin et compensation. Ok. Et c'est deux notions très différentes. Quand des fois tu vas sur Instagram parce que tu as réellement envie de regarder ton Instagram et d'aller voir, tiens, ta communauté ou bah voilà, tu fais ta petite heure, je sais pas, n'importe quoi sur ton Instagram, c'est une chose. Quand tu t'ennuies et au lieu de créer du vide et que tu vas sur Instagram, tu compenses quelque chose. Quand tu t'enfiles un carré de chocolat parce que tu as envie de manger de ce carré de chocolat ou parce que tu sens que tu as un besoin inconscient de magnésium et que tu vas manger un chocolat, c'est une chose. Quand, nous, il y a le week-end de Pâques qui arrive, je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, mais en tout cas au moment où on se parle, si tu te gaves de 15 lapins en chocolat, là, tu vas compenser quelque chose. Okay. Et être à l'écoute de ses besoins, c'est identifier, et j'ai envie de dire d'une certaine façon, les manques. Donc, à partir du moment, et on peut aller plus loin dans l'exercice, dans ces cas-là, notez vos besoins et notez vos compensations. Et regardez à la fin de la journée si vous avez fait plus compenser ou si vous avez répondu à des besoins. Ça, c'est un peu subtil et parfois, ça peut nécessiter d'être accompagné. C'est pour ça que je te demande, parce que ça reste... Ouais. Pour ça que c'est très... oui, c'est subtil, mais c'est intéressant que les personnes commencent à comprendre cette différence parce que besoin, on le met partout. Écoutez vos besoins. Et comme tu dis, bah, parfois, le besoin, il va être d'aller appeler une copine et de raconter sa vie, alors qu'en fait, non, c'est pas ça. On a juste peur d'être seul à ce moment-là. Donc, identifier ça, le faire peut-être ne serait-ce qu'une journée, histoire de faire ce petit challenge. Mais si vous avez envie de le faire 2-3 jours, c'est vraiment intéressant. Et là, vous allez avoir certainement vous-même, toute seule, sans faire forcément un gros travail, une prise de conscience sur « Waouh, en fait, je passe quand même beaucoup de temps à compenser et peu à répondre à mes besoins. » Et là, vous aurez peut-être envie, peut-être que vous aurez tout de suite des solutions qui arrivent, et vous aurez peut-être envie de faire un travail en vous disant je vais peut-être aller voir ce qui se passe, pourquoi je compense autant. Et peut-être que la réponse, elle peut être évidente et acceptée. Hein. Il n'y a pas de... Moi, pendant le deuxième, on ne sait plus trop où on en est, mais on va dire le deuxième confinement, j'ai senti que j'avais besoin de réconfort. Donc, j'ai un peu plus mangé de sucre, j'ai un peu plus mangé, tu vois. Mais c'était OK pour moi parce que c'était en conscience. Donc, je savais que ce n'était pas un besoin, c'était une compensation. Okay. Donc, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que c'est forcément que négatif. Mais il faut juste en avoir conscience et pas tout mettre sur le lot du besoin parce que ça, c'est pas vrai. Ah, puis là, du coup, on ne se responsabilise pas non plus. On parlait de responsabilité tout à l'heure et du coup, là, c'est pas... Ouais. On n'est pas dans le self, là, du tout. Donc, sans se culpabiliser, mais juste identifier. Et une fois qu'on a identifié, on fait les choix qu'on veut. Et on a envie de manger une plaquette de chocolat. Si on le fait consciemment, en sachant qu'on est en train de compenser quelque chose, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, c'est un choix. C'est ça. Tu es responsable de tes choix, du coup. Voilà, exactement. Et tu es responsable du mal de ventre après, de tout ce qui peut s'en suivre. Après, tu vois, le fameux summer body, enfin bref, tout ce que tu veux, c'est pas cette fois-ci.
Non, mais c'est Et en même super temps, intéressant. et en même temps, ça peut être un grand acte de self-love, de s'autoriser parfois à se dire, bah attends, je lâche ça, Exactement. je Ouais. compense, je prends ma tablette de chocolat et je me sens mieux. Et bah oui, mais Ouais. et quand c'est fait consciemment, le lendemain, t'as pas envie de refaire la même chose, tu Non, vois. t'as pas envie, mais en même temps, sur le moment, ça te fait du bien et tu sais que tu t'accordes aussi ce moment de douceur et de lâcher prise aussi. Il y a tellement d'injonctions, il y a tellement de règles, de limites dans nos sociétés que des fois, de lâcher un peu prise et de dire, bon, allez, je le fais consciemment, c'est bon, je fais ça, ou je mange ci, ou je fais quelque... Voilà, c'est ok. Encore une Mais fois, la tant que tu le notion, fais tu vois, consciemment. moi j'appelle ça la réalité consciente, c'est qu'à partir du moment où tu es dans une réalité Mhm. consciente, et ben en fait, tu n'as plus de culpabilité et le reste, c'est fluide. Ouais, Puisqu'en fait, c'est toi qui décides de ta vie. Donc si tu as envie de manger tous les jours ta tablette de chocolat et que tu identifies que c'est une compensation mais que tu veux pas travailler dessus, bon bah c'est voilà, ça. à un moment Mhm. donné, on sait bien ce qui peut arriver. Donc moi j'ai envie de dire, voilà, peut-être faites ce petit exercice entre compensation, besoin, et vous verrez ce qui se passe. Ouais, c'est un très bel exercice. Très bel exercice. Ouais, je vous donne vraiment, enfin, on vous donne le défi de le faire. Une journée, 2 journées, et prenez de quoi écrire et notez à la fin de la journée ce que vous avez ressenti, les besoins qui vous ont appelé, les compensations. Qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à ces compensations, pour répondre à ces besoins? Et notez un petit peu, faites des listes. Et voilà, avoir par écrit tout ça, je pense que c'est intéressant aussi de travailler avec l'écriture et même avec la méditation. Si en début de journée, vous ne savez pas en fait écouter vos besoins parce que c'est pas quelque chose qu'on fait instinctivement malheureusement. On le fait pas assez. Posez-vous 5 minutes, méditez et posez-vous simplement la question dans votre tête de quoi j'ai besoin là tout de suite et maintenant. Et des fois en fait il suffit juste de demander à son corps et à son esprit de se poser 5 minutes, de respirer et de se dire de quoi j'ai besoin tout de suite. Et après hop, vous entamez votre journée. Ouais. Je pense que si tu vois, plus tu médites et moins tu vas compenser. Bah oui, Il y a aussi totalement. ce facteur-là. Donc, du coup, effectivement, faites ce petit exercice et peut-être observez si vous méditez. Peut-être de ne pas méditer pendant 1 ou 2 journées, de faire cet exercice et de faire la suite de votre journée avec la méditation. Si vous compensez beaucoup, je suis persuadée que la méditation peut vous aider à moins compenser. Parce que moins de Ouais. stress, parce que, Ouais, enfin, après, totalement. il y a tellement de raisons de la compensation que je ne pourrais pas les énumérer Mhm. ici. Mais Bah, puis en plus, la méditation, ça te permet de mettre des mots sur tes besoins, sur tes ressentis. Donc à partir du moment où tu as mis des mots dessus, tu n'as plus forcément besoin de compenser parce que tu as mis un mot dessus. Donc c'est comme une croyance. Quand tu sais que tu as une croyance et que tu l'as dit à voix haute, bah, c'est plus forcément une croyance parce que tu sais et tu sais que c'est débile en fait. Parce que tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, la méditation, ça peut vraiment aider par rapport à ça. Le oui. matin, le soir. Le soir, quand vous avez fini votre journée avec vos besoins, prenez le temps de respirer. Ayez de la gratitude pour cette journée, ça c'est important. Et posez-vous la question, est-ce que j'ai répondu à mes besoins? Comment ça s'est passé pour moi? Et voilà, c'est des petites questions comme ça qu'on pose à toutes les personnes qui nous entourent, mais qu'on n'ose jamais se poser à soi-même. Comment je me sens en ce moment? Donc voilà, donc faites cet exercice, faites ce petit challenge et tenez-nous au courant. Ça pourrait être super intéressant. Oui, envoyez-nous vos retours. Est-ce que c'est besoin 90% et compensation 10%? Ou alors est-ce que c'est 90% de compensation? Ouais. Et surtout, n'ayez aucun jugement envers vous-même. C'est juste voilà, une base pour vous peut-être de travail ou juste une observation. Hein, ça ne va pas Mhm. plus loin. Ouais, ça peut être une piste à travailler et au moins vous pouvez en avoir conscience. Et à partir du moment où vous en avez conscience, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, vous êtes dans une réalité consciente et après du coup vous êtes responsable de ce qui se passe. Donc ça peut donner des pistes, effectivement. Et en parlant encore une fois de méditation, tu peux nous expliquer ta première expérience en méditation ou une expérience qui t'a marqué en méditation? Mais je crois que, alors, c'est pas la première expérience, j'avoue, je m'en rappelle pas vraiment. C'est vrai que la première expérience, j'ai dû la vivre. La première expérience dont je me rappelle, c'est avec Petit Bambou, méditation guidée, que je faisais très tôt le matin. J'ai eu du mal à mettre les écouteurs, tu vois, le côté, les écouteurs dans les oreilles et tout, j'avais pas le choix parce que je n'étais pas toute seule. Ça me gênait un peu. Donc j'ai mis un peu de temps à me mettre dans la méditation guidée. Et j'ai trouvé que c'était, j'avais l'impression de partager même un moment avec quelqu'un, tu sais, au bout d'un moment, tu t'habitues à la voix. Et je crois que
si je peux partager plutôt une expérience en méditation, c'est vraiment la méditation self-love que j'ai fait grâce à toi, qui a été pour moi une expérience fabuleuse. Ah, merci. Merci de... Voilà. Ouais, ok. Waouh. Je te le dis, tu le sais, avec la plus grande sincérité et authenticité, parce que c'est vraiment là où je me suis fixée à moi-même sans me dire oh, je vais faire ce challenge. Mais tous les matins, j'avais envie de la refaire. Parce que ça t'a apporté quelque chose et que t'en avais besoin, donc ouais. Ouais. Et j'avais envie de nourrir encore et encore et encore. Et puis au bout d'un moment, bah, tu étais tous les jours avec moi, ce qui n'était pas désagréable, ça va. Donc voilà. Bah écoute, je suis contente d'être dans ton quotidien. Moi, ça me fait plaisir. On voyage, c'est beau. De toute façon, en plus, on le ressent l'énergie. On ressent l'énergie quand tu passes même à travers un podcast, même à travers une vidéo. L'énergie, elle passe, elle circule. Et enfin, je sais pas, ça se ressent. Ça se ressent vachement. Donc, c'est chouette qu'on puisse faire circuler toutes ces belles énergies, ces belles ondes. À travers la méditation, à travers les rencontres, à travers les conversations. Donc, c'est trop chouette. En termes de conseils, tu nous en as donné plein pendant ce podcast, mais est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui nous écoutent pour finir ce joli podcast? Un conseil, bah écoute, je vais faire 5 minutes de promo. Non, le conseil, c'est faites attention aussi à... C'est vraiment revenez à vous. C'est peut-être le conseil que j'ai envie de donner. C'est finalement le monde du wellness, si je peux le dire de manière très holistique, du développement personnel, etc. Ça aussi engendre beaucoup d'injonctions, je trouve. Et n'oubliez jamais que vous êtes, et je l'ai mis moi en poste, mais vous êtes votre gourou. Il n'y a personne d'autre que vous qui ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Il y a beaucoup de vous dans ma phrase, mais c'est volontaire. Et c'est vrai que là, tu vois, le programme que je vais sortir, là, c'est vraiment sur l'écoute de soi. Et après, moi, je fais des propositions, je pose des questions, j'apporte des solutions, mais en aucun cas, je ne sais pour l'autre ce qui sera mieux. Donc, expérimentez ce qui vous appelle, expérimentez ce qui vous fait du bien. Si ça ne vous fait pas du bien, changez, expérimentez autre chose. Et puis, ce sera juste. Mais voilà, le conseil, c'est peut-être pour toutes les personnes qui ont envie soit de se lancer sur un travail, soit qui y sont déjà. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est l'écoute de vous-même. Et je pense que ça, pour moi, c'est la clé aussi de la liberté et d'une vie épanouie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tout commence par soi. Et si tu veux que je finisse avec un petit conseil, c'est lisez. Lisez des livres, écoutez des podcasts qui vous inspirent, changez, variez aussi. Tu vois, voilà, la curiosité, pour moi, l'expérimentation, c'est parfois on vient, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Avec la méditation, tu reviens au centre. Mais parfois, il faut aller un petit peu naviguer à gauche et à droite. Et je trouve que c'est ça qui est riche dans son développement, dans son propre développement personnel. C'est d'aller un petit peu picorer des choses là, et puis et vagabonder un petit peu, et puis toujours rester dans son alignement, en sachant que son alignement, c'est soi. Et quand on parle de développement personnel, dans le mot développement personnel, il y a personnel. Donc comme tu le disais avec vous êtes votre propre gourou, c'est exactement ça. C'est personnel, c'est intime, c'est unique à vous, à vos besoins, à votre alignement. Donc écoutez-vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin en fait. Chacun avance comme il le doit, comme il le peut, et c'est ok. Mais c'est vrai qu'avec avec les réseaux sociaux, avec le boom du développement personnel, ou plutôt du wellness, j'ai envie de dire, mais ça amène aussi après à finalement recréer des injonctions là où on te dit qu'il n'y en a pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut faire juste attention à ça, et voilà. Et par rapport au développement personnel, tout ce qu'on voit sur les réseaux, il y a plein de conseils en développement personnel et plein d'injonctions qui se recréent. Et je finirai avec ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord sur un principe en développement personnel. Encore une fois, c'est personnel et ça dépend vraiment de votre expérience, du moment aussi.
Peut-être qu'une idée vous plaît pas maintenant et elle vous plaira plus tard parce que vous l'aurez compris, vous serez prêt à l'accueillir, mais vous avez le droit de ne pas être en accord avec toute cette vague de développement personnel, cette vague de wellness, et d'avancer à votre rythme. Voilà, je finirai avec ça. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.